Donc, j'ai le plaisir d'introduire Francis Boulanger-Côté, également du Cégep Beauce-Appalaches. Il va nous présenter une conférence intitulée Vie sous rature, vécu entre parenthèses, vivabilité. Voilà. Donc, Francis est enseignant de philosophie au Cégep Beauce-Appalaches. Il obtient en 2019 la bourse d'excellence en philosophie environnementale et publie par la même occasion un premier article. Pour obtenir sa maîtrise, il s'est principalement intéressé à la possibilité de penser la crise écologique comme un prolongement de la crise du nihilisme européen annoncée par Nietzsche. Bien qu'il puise aujourd'hui davantage dans la pensée de Martin Heidegger et de Jean Vioulac, ses recherches poursuivent cette même piste afin d'élucider les liens intimes entre le dépassement de la crise environnementale et le dépassement du nihilisme. Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très honoré d'être ici, de pouvoir vous présenter certaines de mes nouvelles idées. Donc, comme vous le voyez, là, ma présentation va se dérouler en 3 temps, dans lesquels je vais essayer d'éclairer les graphies qui sont là. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'écrire ça comme ça pour subvertir le thème du colloque, vie, vécu, vivabilité. Donc, mais pour faire une pour faire une pré-éclaircie, pardon, de ce que je vais aborder, j'ai décidé d'adopter le sous-titre suivant. Approche phénoménologique de la vie factitielle à l'époque du technocapitalisme cybernétique. Juste ça. Bon. Donc, phénoménologique, hein, je l'ai dit. Donc, de phenomenon, ce qui apparaît, tiré de phainestai, se montrer au sens de apparaître par soi-même, et de logos, qu'on traduit habituellement par discours, parole, étude, lui-même dérivé du verbe legein, cueillir. La phénoménologie s'est d'abord élaborée avec Husserl comme une branche de la philosophie visant à recueillir dans la parole ce qui se montre dans l'expérience vécue, tel que cela se montre. Or, on ne saurait accéder à une compréhension authentique du phénomène de la vie en discourant abstraitement à propos de la vie en général. Une compréhension originaire de la vie ne peut être dégagée qu'en portant attention à son effectuation concrète, telle qu'elle se montre. Or, c'est dans le quotidien que notre vie s'effectue. Et, dans l'attitude naïve de la quotidienneté, les phénomènes s'imposent à nous sans qu'on ait besoin de preuves pour attester de leur réalité. La vie est donc vécue, de prime abord et le plus souvent, sous la modalité de l'évidence. J'ai oublié de faire apparaître toutes mes affaires, je suis désolé. En revanche, la luminosité spécifique qui rend possible la manifestation des phénomènes, elle, n'apparaît pas avec évidence, de telle façon qu'il n'y a évidence du vécu que dans la mesure où ces conditions de possibilité restent inaperçues. Hein, le mot évidence, d'ailleurs, vient de ex vidéo, ce qui est hors de la vue. Or, comme le rappelle Vioulac, pour qu'il y ait vision et visible, il faut qu'il y ait, au préalable, de la lumière. L'enjeu dès lors, afin de ne pas rester captif de l'évidence éclatante des phénomènes, est d'identifier le type de luminosité spécifique à notre époque par laquelle la possibilité de toute donation phénoménale est octroyée. D'où la nécessité de reproduire le geste phénoménologique du jeune Heidegger, par lequel le phénomène à mettre en lumière est désigné par une indication formelle. Effectivement, je cite Sophie Djanarien, poser une indication formelle, c'est poser un concept qui nomme un phénomène sans encore le définir. L'indication formelle, en ce sens, n'immobilise, ne dévitalise et ne déhistoricise pas. Elle représente un nouveau type de concept qu'il serait, d'ailleurs, plus juste de noter concept en le rayant de cette façon. Parce que la vie est vécue, de prime abord et le plus souvent, sous la modalité de l'évidence, alors une phénoménologie qui se préoccupe du phénomène de la vie, qu'il faudrait en toute rigueur noter vie en le rayant, de cette façon, doit avant toute chose élucider la structure de l'évidence du vécu
et donc débuté par la reprise des analyses classiques de la phénoménologie de Husserl. Par son intrusion inattendue au sein du texte, la rayure invite aussi en quelque sorte le lecteur à ne pas s'arrêter à la signification habituelle du concept, en ce sens indique la nécessité d'une suspension, époquée, on y reviendra, du jugement pour laisser le phénomène se donner par lui-même. Ce qu'il faut donc d'abord remarquer au sujet de l'évidence du vécu, c'est que toute donnée, y compris les données erronées, se donne spontanément dans l'évidence. Mais il va de soi que certaines de ces évidences sont susceptibles de défaillance. Ainsi, lorsque je descends inadvertemment les marches de mon appartement et qu'il me semble avoir terminé alors qu'il reste en fait une marche, mon sentiment d'évidence s'évanouit pour être remplacé par une nouvelle évidence, celle plutôt de la douleur ressentie suite à ma chute. Le degré d'évidence est donc lié au remplissement de mes attentes et donc l'évidence est une intentionnalité qui fonctionne. En ce que sa visée d'abord vide trouve le remplissement adéquat qui la comble et la vérifie et elle procure ainsi une connaissance certaine des objets du monde. Bref, tout vécu d'évidence advient lorsqu'une visée intentionnelle est remplie plus ou moins adéquatement par une expérience aussi appelée intuition. Le premier acquis de la phénoménologie est ainsi l'élucidation de la structure de l'évidence du vécu comme corrélation. En effet, il faut remarquer qu'il n'y a de phénoménalité que pour une conscience et que la conscience est toujours conscience de quelque chose qui lui est donné, même lorsqu'elle se retourne sur elle-même pour se prendre comme objet. Or, là où l'attitude scientifique se contente du donné tel quel sans questionner ses conditions de possibilité, l'attitude phénoménologique cherche au contraire à s'en détourner pour étudier ce qui le rend possible. Paradoxalement, donc, il s'agira de ne pas prendre les phénomènes tels qu'ils se donnent pour les réduire à de simples phénomènes, au sens où tous les objets y sont ramenés au rang de simples apparitions. Geste qui permet d'effectuer une mise entre parenthèses du vécu, qu'il faudrait donc nommer vécu entre parenthèses, c'est-à-dire une suspension temporaire, époquée veut d'ailleurs dire arrêt, suspension, retenue, de l'attitude naïve que nous adoptons spontanément dans notre affairement quotidien, par laquelle la conscience est toujours tournée vers des objets en dehors d'elle-même qui la transcendent. L'époquée sert ainsi à faire apparaître le lieu de manifestation des objets qui apparaissent dans le monde, la conscience. Par ce renversement méthodique, la phénoménologie s'occupera donc de ce qui est dissimulé par la donation constamment renouvelée des phénomènes du monde. La subjectivité, comprise comme seul d'être transcendantal. Mais il faut aussitôt reconnaître avec Husserl que ce sol lui-même est fondé sur un sous-sol sur lequel se tient la subjectivité transcendantale elle-même. La phénoménologie, précise-t-il, doit donc se faire en un second temps archéologie. Elle doit rechercher les principes archés qui rendent possible son discours, logos. En effet, le phénoménologue ne peut se cantonner dans la sphère égologique de la subjectivité, laquelle, il faut le rappeler, ne fut que dégagée temporairement par la méthode de l'époquée afin d'accéder aux conditions de possibilité du phénomène. La réduction transcendantale accède ainsi, dans un premier temps, en dégageant les structures intentionnelles de la conscience, à une phénoménalité abstraite et irréelle qui n'a d'autre fonction que d'élucider la phénoménalité naturelle par laquelle l'expérience se donne un monde, phénoménalité à laquelle il est interdit de s'arrêter, sans quoi la phénoménologie s'expose à la tentation platonicienne de faire du monde transcendantal un nouveau lieu intelligible où se réfugier pour fuir le monde réel. Or, si le phénoménologue est certes désintéressé, c'est néanmoins l'intéressement, c'est-à-dire l'être au milieu des choses, qui est l'objet unique de ces analyses. La méthode phénoménologique doit donc procéder à un redoublement de l'époquée, par laquelle la première époquée est elle-même suspendue. En effet, comme nous l'avions reconnu, la conscience n'a pas d'existence indépendante, mais dépend toujours d'un monde qui lui donne ses phénomènes.
ayant remonté de l'évidence du vécu à la corrélation entre une visée et une intuition, puis de cette corrélation à la conscience subjective, le phénoménologue doit alors, dans un retournement essentiel, accéder à la source de toute intuition, le corps, qui se révèle être indispensable puisque l'expérience de mon monde en dépend entièrement. Ultimement, Husserl en vient donc, au terme de son œuvre, à fonder le champ théorique, toute théorie, sur un champ pratique, aux prises avec son milieu, le monde environnant ou le monde de la vie réel, mais lui-même n'est ni donné ni prédonné, il est produit. Or, c'est précisément à un tel niveau de radicalité que Heidegger débute son cheminement de pensée dans sa première œuvre majeure, Être-État. De fait, dès Être-État, l'analyse de l'existence qu'il conduit le mène à étudier le monde du travailleur manuel, dit-il dans Sein und Zeit, dans Être-État, à section 26. Donc, monde du travailleur manuel, à partir du constat de la nécessité d'une répétition expresse de la question de l'être, formulée dès les premières pages de l'ouvrage. En effet, selon Heidegger, un dogme s'est élaboré sur la base des premiers essais grecs en vue de l'interprétation de l'être. Pardon. Bon, je suis capable de reculer. Bon, en tout cas. Un dogme s'est établi, sur la base des premiers essais grecs en vue de l'interprétation de l'être, qui non seulement déclare superflue la question du sens de l'être, mais encore légitime expressément l'omission de la question. Pour cause, depuis les recherches de Platon et d'Aristote, on prétend que le sens du mot « être » est d'une évidence si aveuglante que quiconque persiste à s'en enquérir se voit reprocher une faute de méthode. Malgré tout, il semble que nul ne soit en mesure d'en produire une définition satisfaisante, notamment parce que toute définition essentielle par genre prochain et différence spécifique est condamnée à un défaut de circularité. Effectivement, à peine avons-nous énoncé « l'être est » que nous avons utilisé le terme que nous devions définir dans notre définition. De la même façon, la définition d'un zigouli comme étant quelque chose qui zigoulise ne nous éclaire pas sur ce qu'est un zigouli, mais nous laisse dans l'obscurité la plus totale. Et pourtant, il faut admettre que tout un chacun possède une certaine compréhension, aussi ineffable soit-elle, de ce que signifie le mot « être ». Nul ne requiert de précision terminologique pour comprendre des propositions simples telles que « le ciel est bleu » ou « je suis au Québec ». En ce sens, nous nous comportons quotidiennement au travers d'une précompréhension de l'être. Or, nous dit Heidegger, cette compréhension de l'être a beau être flottante, confuse, toute proche d'une simple connaissance verbale. Cette indétermination de la compréhension toujours disponible de l'être n'en est pas moins elle-même un phénomène positif qui requiert un éclaircissement. En tant que phénomène qui exige au plus haut point d'être étudié, logos, afin qu'il se montre, phainēstai, avec clarté, l'être est dès lors le phénomène par excellence qui doit être étudié par la phénoménologie. D'où la méthode phénoménologique, ou plutôt de l'ontologie phénoménologique de Heidegger. Il est alors nécessaire d'identifier parmi tous les phénomènes un phénomène dont l'étude nous permette précisément d'éclaircir le sens de l'être. Ce phénomène, c'est l'être que nous sommes nous-mêmes, et que Heidegger appelle le Dasein, l'être là, c'est-à-dire l'existant. En effet, l'être humain possède un privilège ontico-ontologique parce que parmi tous les états, tout ce qui est, il est le seul qui manifeste une ouverture à l'être par laquelle il y a accès, ne serait-ce que confusément par le langage. Si l'exigence phénoménologique est de faire apparaître le phénomène tel qu'il se montre par lui-même, alors l'ontologie phénoménologique doit analyser la réalité humaine telle qu'elle se donne de prime abord et le plus souvent dans sa quotidienneté, donc moyenne. Or, l'étude du quotidien révèle précisément la phénoménalité recherchée par l'archéologie phénoménologique de Husserl au terme de son parcours intellectuel. En effet, au quotidien, l'être humain est toujours déjà aux prises avec un monde duquel il fait partie et dans lequel diverses choses apparaissent.
Ces choses, cependant, n'apparaissent pas sous le mode de l'objectivité, mais sous le mode de l'être à portée de la main, c'est-à-dire une chose prête à être utilisée, disponible en tant qu'outil. En effet, dans la vie de tous les jours, nous rencontrons en général et le plus souvent les choses dans un usage pratique dans lequel il n'y a pas de mise à distance entre nous et les temps intramondains, les choses du monde. Par exemple, lorsqu'un charpentier se saisit de son marteau, ce dernier ne lui apparaît pas d'abord comme un objet doté de propriétés, d'un tel poids, d'une telle forme, d'une telle chaleur, etc., mais comme outil doté de possibilités, un marteau pour clouer des clous, lesquels sont eux-mêmes utiles pour assembler des planches, pour ériger plancher, murs, toiture, pour fabriquer une maison, pour, en dernière instance, m'abriter. Dans la préoccupation quotidienne, nous existons donc auprès d'un monde toujours déjà ouvert en tant que totalité de choses se renvoyant les unes aux autres et qui, en dernière instance, retournent vers moi par le projet qui m'occupe. C'est en fait lorsqu'un élément de la totalité interrompt le renvoi d'une chose à une autre, par exemple lorsque mon outil se brise, que l'étant est mis à distance et pris en compte comme un objet porteur de propriété qu'il s'agit alors d'identifier par la pensée, et plus précisément, nous dit Viewlac, par un acte fantasmatique, parce que le fantasme est persistance de l'impression sensible qui reproduit la chose perdue en un matériau sur lequel la pensée peut s'exercer. Donc, disais-je, l'étant est aperçu comme objet doté de propriétés qu'il s'agit de rétablir pour pouvoir reprendre mon activité. Par exemple, mon marteau doit avoir une certaine solidité pour fonctionner. Donc, reprendre mon activité et accomplir mon projet. La dichotomie sujet-objet est donc dérivée de l'être au monde, tout comme le savoir théorique est d'abord dérivé des pratiques artisanales concrètes. Heidegger parvient ainsi à dégager la dimension originaire de l'existence humaine qui précède la dichotomie sujet-objet et dans laquelle l'être humain est essentiellement lié à un monde auquel il appartient. Il faut donc reléguer la distinction sujet-objet dans laquelle la phénoménologie de Husserl est prise au piège comme une couche superficielle sous laquelle l'archéologie phénoménologique doit creuser pour découvrir l'être au monde. Or, il convient également de remarquer que la précompréhension de l'être au travers de laquelle nous nous comportons au quotidien n'est pas neutre. Pour cause, le sens implicite qu'on accorde à l'être détermine la manière dont notre propre existence et dont le monde nous apparaît. Ainsi, les chrétiens du Moyen Âge auront tendance à interpréter la phénoménalité dans l'horizon de l'être créé par Dieu, tandis que les positions scientistes modernes seront portées à n'accorder le privilège de l'être qu'à ce qui est mesurable, l'être mesurable. La pomme apparaît ainsi aux chrétiens comme un don de Dieu, tandis qu'elle apparaît plutôt aujourd'hui comme l'organe d'un système végétal complexe. De plus, cette précompréhension de l'être n'est pas le fruit d'un choix libre et rationnel. Par exemple, en tant que personne née dans une société séculaire et ayant été élevée comme telle, il m'est strictement impossible de décider d'accéder au régime de phénoménalité du christianisme d'autrefois, et encore moins, par exemple, à celui du polythéisme de la Grèce antique. Ce qui impose de constater que la phénoménalité est épocale. En effet, le mot grec « époqué » qu'on a nommé tantôt, il le suggère parce qu'il signifie suspension, arrêt, interruption. Il y a époque, donc, précisément lorsque le temps cesse son cours, d'une certaine façon, pour retenir le tout de ce qui est dans un même espace de présence. Oups, pardon. Je suis allé trop vite. Or, si l'évidence est elle-même fondée sur l'éclaircie qui seule apporte la lumière, alors cette éclaircie est le phénomène primordial que la phénoménologie doit mener au jour, c'est-à-dire le milieu de phénoménalité dans lequel nous baignons. Pardon, j'ai passé un bout. OK, je recommence, je continue. Bon, donc je parlais de l'époque. En ce sens, la phénoménologie heideggerienne de l'être révèle, en deçà même de l'être au monde, l'historicité radicale de toute phénoménalité qui, chaque fois, est le produit d'une époque et non d'un sujet.
le concept de clairière de l'être ou d'éclaircie, Lichtung, nomme alors l'ouverture lumineuse au sein de l'opacité de l'être par laquelle l'être humain a accès à des phénomènes en laquelle nous nous tenons à découvert et à l'intérieur de laquelle seulement l'évidence peut éclore. Or, si l'évidence est elle-même fondée sur l'éclaircie qui seule apporte la lumière, bon, c'est ce que je disais, alors cette éclaircie est le phénomène primordial que la phénoménologie doit mener au jour, c'est-à-dire le milieu de phénoménalité dans lequel nous baignons. En ce sens, Viewlak peut affirmer que l'exigence la plus haute de la pensée est la lucidité, au sens de la vision de la lumière. Une phénoménologie qui se préoccupe du phénomène de la vie doit donc se décliner en une herméneutique de la facticité, par laquelle notre précompréhension de l'existence et du monde est interprétée afin de nous rendre lucides quant au type de luminosité spécifique à la phénoménalité de notre époque. Si la méthode phénoménologique doit se faire herméneutique, c'est parce que celle-ci, nommée d'après Hermès, le dieu messager des dieux grecs, dont le rôle est d'interpréter leurs ordres, celle-ci est un art de faire la lumière sur le texte, c'est-à-dire de l'interpréter afin d'en apercevoir le sens plus profond. En effet, si toute phénoménalité est historique, cela signifie que les phénomènes sont, malgré nous, toujours déjà donnés selon une préinterprétation déterminée. Or, l'ère apocalyptique dans laquelle nous sommes entrés par l'installation laborieuse des prémices d'une crise environnementale sans précédent pour l'humanité, fait plus que jamais apparaître la totalité de ce qui est dans la lueur crépusculaire de la fin des temps. Et la vie elle-même n'y échappe pas, étant désormais vécue selon diverses modalités propres à notre époque, souciance éco-anxieuse, négligence fataliste, au sens du fatalisme des faits dénoncé par Nietzsche, espérance scientifico-eschatologique, etc. S'il est vrai, comme nous l'avions souligné au début, qu'une compréhension originaire de la vie ne peut être dégagée qu'en portant attention à son effectuation concrète, alors la méthode herméneutique doit identifier une situation de la vie factitielle dans sa quotidienneté moyenne par laquelle il sera possible de dévoiler l'essence de la vie à l'époque de crise qui est la nôtre. Mais à peine avons-nous posé cette condition que nous sommes confrontés au problème de la quantité absolument formidable de données accessibles à propos de situations de vie les plus diverses que celles les Large Language Models, dont ChatGPT fait partie, semblent pouvoir synthétiser. Des hikikomori japonais aux self-made men américains, en passant par la bande de colons décrite par Alain Deneau et les Dali du système de caste prétendument aboli en Inde. Bon, voilà. Viewlak remarque ainsi dans l'époque de la technique la mise au jour de ces attitudes moyennes présente aujourd'hui des difficultés spécifiques qui mettent en question jusqu'à sa possibilité. Non pas que les données manquent, bien au contraire. Une masse considérable de statistiques existe sur tous les comportements possibles de l'existant. La difficulté serait plutôt de parvenir à traiter cette effarante quantité de données qu'en vérité personne ne peut maîtriser. Ce phénomène de saturation semble alors imposer d'emblée d'admettre un échec méthodique car il paraît impossible d'identifier la situation moyenne de la vie à notre époque à partir d'une connaissance incomplète de la condition humaine globalisée. Le phénoménologue attentif, cependant, doit déceler dans cet échec apparent un manquement qui n'est pas un simple manquement, mais un manquement essentiel par lequel est fourni le phénomène paradigmatique recherché. Le dispositif phénoménotechnique de mégadonation qui, justement, sature chacun de ces mégadonnées. En effet, force est de constater que le monde n'est plus pour personne l'ensemble des choses qui lui sont à portée de main, l'ensemble de ce qu'il peut éprouver par son corps et par son expérience. L'horizon à l'intérieur duquel chacun de nous se situe spontanément est configuré par le flux continu d'informations de toutes sortes qui le conduisent à se situer à l'échelle de la planète. C'est d'ailleurs pourquoi Heidegger reconnaît l'obsolescence des avancées pourtant révolutionnaires de l'analytique existentielle de Être étant, à une époque où l'on pouvait déjà vivre simultanément un attentat contre un roi en France et un concert symphonique à Tokyo. Et réorienter donc, d'ailleurs c'est ce qu'il fait ensuite, sa réflexion en direction de la question de la technique moderne dans laquelle il reconnaît la métaphysique accomplie.
Pour cause, contrairement à la technique ancienne, la technique contemporaine est d'essence métaphysique. Elle suppose une approche qui dépasse ou transcende sa matérialité physique pour aller au-delà, en grec méta, de fonctionnalités qui justement la dissimulent expressément. En effet, force est de constater que les outils avec lesquels nous entrons en relation au quotidien ne proviennent plus de l'artisanat. Je vous mets même au défi de trouver quelque chose qui vient de l'artisanat dans cette pièce, qui n'a pas été produit donc par une machine, hein. Justement, aujourd'hui, les choses avec lesquelles on entre en relation sont le fruit d'un dispositif de production industrielle, lui-même rendu possible par des disciplines théoriques, physique, chimie, ingénierie, etc., grâce auxquelles la nature devient malléable à volonté. La technique moderne, qui s'est aujourd'hui radicalisée en technologie, accomplit donc la métaphysique parce qu'elle place insidieusement l'abstraction théorique au fondement de tout phénomène, y compris même les phénomènes naturels, qui ont subi de telles transformations qu'ils imposent d'utiliser le concept d'anthropocène pour nommer le véritable séisme ontologique qui a instauré l'activité humaine comme facteur de changement principal à l'échelle géologique, au point où elle en menace la vivabilité de la planète. Mais le problème est précisément que les conditions destructrices de la présence des objets, des phénomènes de notre préoccupation quotidienne n'apparaissent pas. Elles se trouvent au-delà, méta, de ce qui apparaît, physis, qui ne signifie pas d'abord nature, mais d'abord émerger, éclore, surgir. Donc apparaître. Et ces conditions sont même expressément dissimulées et délocalisées. Pensez au serveur. Justement, je donne l'exemple d'Internet. L'Internet, j'ai bien fait ça. Bon. L'Internet en est alors l'exemple paradigmatique en ce qu'il ne montre pas, en effet, ce qui le rend possible. Et le produit en continu, c'est-à-dire des milliers de kilomètres de câbles et de fibres optiques, d'antennes relais et de satellites, de routeurs, de serveurs informatiques, qui font en sorte qu'il dissimule la destruction de la matière qui fonde son immatérialité. Puisque l'industrie de l'informatique, rappelons-le, est aujourd'hui l'une de celles qui a le plus fort impact sur l'environnement par unité produite. Et pourtant, bien que ces phénomènes de crise ne fassent pas partie du monde environnant, on ne les voit pas, les phénomènes de crise environnementale, on en a, au moins d'une certaine façon, conscience, que ce soit sur le mode du déni, de la résignation ou de la souciance. Parce que l'esprit, en grec, phrène, de l'homme contemporain est scindé, schizo, entre des préoccupations mondaines et des préoccupations globales, il faut alors constater son rapport plus que jamais schizophrénique au réel. Il faut alors interroger la possibilité même que notre être au monde soit configuré par des phénomènes qui débordent si largement la finitude du sujet et son vécu que nul n'est en mesure d'en faire l'expérience. Or, c'est notre rapport à l'écran de l'objet connecté qui permet l'ouverture d'un tel rapport au monde, au point où la main doit être destituée en tant qu'instance principale de l'ouverture d'un monde. En effet, aborder la situation quotidienne de l'homme aujourd'hui impose de reconnaître que son être au monde est systématiquement médiatisé par des écrans. Il sera alors totalement anachronique de décrire l'environnement quotidien de l'homme aujourd'hui en termes d'outils, d'étant à portée de main, de définir son monde comme finalement un atelier d'artisan. L'attitude moyenne de l'homme aujourd'hui n'est certainement pas le travail manuel ni la manipulation. L'homme est installé au milieu d'écrans qui fournissent en continu les signaux déterminant ses réactions. Et pourtant, il semble que le téléphone intelligent soit un exemple paradigmatique de l'être à portée de la main, à rien, et qu'il tende à valider ses analyses. Mais, insiste Viewlac, cette adaptation de l'objet à ma main est le produit d'un dispositif industriel qui n'a d'autre fonction que de me décharger de toute activité et compétences techniques, au point d'ouvrir les lumières avec nos appareils électroniques, bien loin de manifester l'essence de l'outil. Le maniement d'un dispositif informatique, quel qu'il soit, me la dissimule expressément. L'interface a ainsi pour fonction expresse de dissimuler l'essence machinique sous l'apparence d'un outil. En effet, de prime abord et la plupart du temps, l'étant avec lequel je suis en rapport n'est certainement pas à portée de main. Il n'est tout simplement pas là, au travers de mon écran.
L'écran est le lieu d'apparition au sens fantomal du terme, spectral, où une absence vient prendre forme, dans le halo d'une luminosité artificielle. Il faut alors reconnaître avec Viewlac que la luminosité crépusculaire dont il fut question précédemment est elle-même redevable d'une luminosité artificielle et spectrale par laquelle l'être humain a accès à une perspective qui dépasse sa propre finitude en annihilant les limites spatio-temporelles de sa perception. L'herméneutique, je conclus bientôt, l'herméneutique de la facticité aboutit donc à la nécessité d'une poïétologie de la métadonation, et ce au sens double du génitif subjectif et du génitif objectif, c'est-à-dire d'un discours qui explique les modalités de production, en grec poiesis, du donné par-delà, méta. Donc, je répète, c'est-à-dire un discours qui explicite les modalités de production du donné par-delà sa simple donation, mais aussi de ce qui est produit par le recueillement, je le rappelle, logos, le recueillement de métadonnées. En effet, force est de constater que les mégadonnées qui synthétisent les informations pour les donner à l'écran de l'utilisateur ne sont justement pas des données, mais des productions, ou même des méga-productions, qui sont produites par des logiciels de traitement de l'information. Or, la puissance algorithmique des appareils électroniques permet de structurer l'expérience quotidienne en montrant à l'utilisateur toutes sortes de représentations qui ne sont pas aléatoires, mais qui sont données à partir d'un fond algorithmique de métadonnées collectées à son sujet. Mais dans la métadonation, c'est moi qui donne au dispositif et de fait, lorsque j'utilise un appareil électronique, je libère mes données personnelles pour les offrir aux algorithmes afin qu'ils les utilisent pour me présenter du contenu par lequel celui-ci, le dispositif algorithmique, tente d'orienter mes comportements pour me faire consommer davantage ou me faire adhérer à telle ou telle idéologie. En octroyant aux algorithmes l'accès à mes données personnelles, je ne suis donc pas simplement le produit. On dit souvent si le service est gratuit sur Internet, c'est que c'est toi le produit. Bon, on n'est pas simplement le produit. Je suis de surcroît produit en tant que sujet consommant, désirant, agissant, etc., jusque dans l'intimité de mon vécu et de mes évidences. La pornographie, d'ailleurs, est un phénomène là, très important qui, jusque dans l'intimité de notre sexualité, norme nos désirs. Bon. Dès lors, s'installe un cercle vicieux par lequel ma subjectivité informe le système, qui me conforme en retour et qui renforce mon appartenance au dispositif techno-capitaliste. Enfin, être collé à l'écran permet aussi au dispositif de faire écran, c'est-à-dire dissimuler. Tout le temps qu'un internaute passe hypnotisé par les flux de plasma est un temps où il ne regarde pas autour de lui et se désintéresse de l'in real life, et je réutilise le terme de Viewlac, de la vraie vie. Ainsi, Viewlac peut conclure que quand c'est le monde qui vient à nous, il conclut avec Anders d'ailleurs, quand c'est le monde qui vient à nous et non l'inverse, nous ne sommes plus au monde, on perd le monde et les émissions font alors de l'homme un idéaliste, en le plaçant dans la position du métaphysicien désintéressé qui nie le monde réel au profit, cette fois, d'un monde virtuel. Et donc, il faut admettre, ça confirme l'obsolescence de l'être au monde allégorien. Il n'y a même plus de monde. De la vie. La question vitale de notre époque est donc bel et bien celle du surmontement de la métaphysique en tant que celle-ci se réalise aujourd'hui dans un dispositif techno-capitaliste planétaire dont l'existence dépend d'une armée globale d'hommes normalisés. D'où l'urgence de penser la révolution communiste, jamais accomplie au sens entendu par Marx, par laquelle l'être humain renverse son rapport de dépendance envers le capitalisme ou le dispositif de production, ne serait-ce qu'en commençant par l'encadrement légal du dispositif de normalisation publicitaire et algorithmique du capitalisme et l'enseignement de la philosophie en tant que déséducation dislocative. Tâche dont dépend la vivabilité de notre planète et dont les marginaux de tous les horizons, peut-être les philosophes d'abord, sont les premiers instigateurs. Car ce sont, je cite Viewlac, car ce sont les anormaux qui seuls se libèrent de la norme et en créent de nouvelles.
et l'atmosphère serait, de plus en plus littéralement, et l'atmosphère serait irrespirable sans eux. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis. Il nous resterait donc un petit 10 minutes pour la période de questions. Donc, D'abord, merci pour cette conférence qui était vraiment intéressante pour moi. J'étais content d'entendre parler de Viewlac dans un congrès. Puis d'ailleurs, on va voir assez rapidement tout à l'heure que ta conférence est en droite ligne avec la mienne finalement, parce que cette question-là de l'historicité radicale de la vie elle-même, là, pas seulement du monde environnant, ça va être la question qui va être, ou le problème qui va être au centre de ma communication tout à l'heure. Par contre, j'aurais une question en fait sur je dirais la philosophie de l'histoire qui est sous-jacente au diagnostic épocal, là, pour prendre des termes heideggeriens, qui est fait. Parce que d'un côté, dans certains passages, je sentais que tu décrivais la luminosité de l'époque actuelle à partir de la cybernétique puis du techno-capitalisme. Puis dans un court moment qui m'a semblé très intéressant, tu parlais plutôt d'une luminosité apocalyptique. Bien sûr, on pourrait dire que l'un est la cause de l'autre, mais je suis pas certain que ça renvoie exactement à une même source ou à une même conception de la philosophie de l'histoire, la première pouvant s'inscrire dans une historicité plus dans un spectre marxiste, à savoir que c'est la strate ou l'infrastructure économique qui détermine puis qui nous permet de comprendre la succession des époques puis la nature des époques. Puis de l'autre, quand on parle d'une atmosphère apocalyptique qui viendrait de la crise climatique, on pourrait le comprendre dans un spectre qui est pas forcément marxiste. D'ailleurs, tu sais peut-être que Viewlac a publié une petite plaquette là, sur l'Apocalypse, que Viewlac a lui-même un peu renié. En tout cas, moi, il m'a dit personnellement qu'il avait regretté d'avoir écrit ce texte-là, qui est plutôt de nature justement phénoménologique, avec une conclusion extrêmement théologique par ailleurs. Oui, absolument. Donc, je sais pas justement la luminosité apocalyptique dont tu parlais, qui peut nous laisser penser qu'effectivement, quand on regarde les choses aujourd'hui, on regarde les choses comme s'ils étaient sur le point de disparaître. C'est-à-dire, si je regarde le fleuve, si je regarde la rivière, je regarde la rivière comme étant quelque chose qui est sur le point de disparaître, qui est d'ailleurs exactement l'inverse de la luminosité qui était celle révolutionnaire, de la modernité révolutionnaire. Si on lit Kozlek, par exemple, l'historien allemand, les révolutionnaires français sentaient que les choses étaient sur le point de se produire, étaient sur le point d'arriver, alors que la luminosité apocalyptique qui serait la nôtre serait plutôt exactement l'inverse, à savoir on sent que les choses sont sur le point de disparaître, on regarde la montagne une dernière fois, on regarde les paysages une dernière fois, c'est peut-être pour ça qu'on les prend compulsivement en photo aussi. Fait que je me demandais justement si tu vois le techno-capitalisme et l'apocalyptisme comme étant une seule et même chose, ou ces deux idées là que tu articulerais un peu différemment. Merci pour la question très pertinente, puis tes remarques qui m'intéressent énormément. J'ai introduit l'idée de la lueur crépusculaire là, que j'ai appelée à partir d'un constat de Viewlac lui-même fait dans un de ses livres, j'oublie lequel. Parce que c'est un peu comme ça que moi, les choses m'apparaissent. J'ai l'impression spontanément, en tant que personne extrêmement préoccupée par la crise environnementale. Et ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai parlé d'un régime de luminosité, mais j'ai l'impression que l'éclairage des phénomènes peut être multiple. Je pense pas que dans un seul régime historique, dans un régime de phénoménalité, il y a une seule luminosité. Il y en a peut-être des principales, il y a peut-être moyen de rétrocéder d'un type de luminosité à un autre, comme j'ai essayé de le faire. Et j'ai aussi parlé de cette idée d'apocalypse. Justement, tu dis Viewlac a renié là, son livre. C'est quelque chose qui m'avait dérangé dans l'apocalypse de la vérité, justement, parce que il réintroduit l'idée de Dieu. Finalement, c'est Dieu qui va nous sauver. En tout cas, c'est ce que j'ai eu comme impression. Je sais pas si c'est vraiment ce que j'allais comprendre. Et justement, moi, je crois pas du tout que la révolution communiste est eschatologique ou messianique. Mais je l'ai nommé dans ma présentation pour aussi faire écho au retour du religieux. Justement, en cette ère de la fin des temps que certains chrétiens vont utiliser comme confirmation de leur mythologie. Et aussi, que face au désespoir, au désenchantement du monde, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers, non pas la raison pour essayer de comprendre, mais vers le religieux pour fuir le tragique, fuir la mort qui nous guette au coin de la rue. Donc, je sais pas si je réponds à ta question. Merci.
On aurait le temps pour une autre question. Oui, merci pour ta présentation. Je pensais à ça, j'étais un peu perplexe par rapport à, en fait, la conclusion que tu tires donc à partir du concept d'être à la main là, de Heidegger. Et là, bon, dans un monde effectivement hyper technologique, cybernétique, la présence du numérique, etc. Comme si finalement ça nous détournait du monde au point où tu disais, ben, finalement il n'y a plus de monde ou il y a comme une forme d'absence de monde pour les Dasein, etc. J'ai l'impression que c'est une conclusion peut-être un peu hâtive dans la mesure où j'essaie de concevoir un peu, bon, quels sont les liens qu'on pourrait faire plus dans une forme de continuité. Par exemple, je sais pas, il me semble que les êtres humains ont toujours vécu à travers des récits, parfois, bon, sous forme de livres, parfois sous forme orale, qui ouvrait un espace de représentation qui permettait justement d'aller au-delà hein, de leur environnement immédiat, etc., et donc d'ouvrir leur monde à un ensemble d'espaces de représentation. Évidemment, donc les supports numériques, technologiques auxquels on a accès, donc évidemment le rapport à la représentation est beaucoup plus problématique, plus passif, hein, et peut-être plus manipulé comme tu l'as mentionné. Mais néanmoins, il me semble que, certes, il y a un rapport au monde qui est totalement transformé hein, et qui mérite d'être pensé, mais il me semble qu'il y a néanmoins un monde et qu'il y a néanmoins, encore une fois, peut-être un Dasein qui est peut-être moins ouvert à l'être, là, pour reprendre certaines expressions heideggeriennes, mais il me semble que dire ben, finalement il n'y a plus de monde ou on se coupe du monde, ça me semble être un peu, peut-être, je sais pas, j'aimerais plus t'entendre là-dessus, peut-être voir si tu pourrais préciser certaines choses. Oui, ben, je répondrais selon deux éléments. L'idée du récit comme possibilité de transcender l'immanence du monde voyons. Ton deuxième élément, peux-tu me rappeler, s'il te plaît? Ah oui, le monde, il y a encore un monde. Donc, première chose, le récit comme élément, bon, pour transcender ou dépasser la finitude, oui, je suis d'accord, mais qui restait quand même une tonalité d'arrière-plan, dans le sens que dans les sociétés artisanales, la modalité principale de découvrement des choses et la maniabilité, l'artisanat, bon, le travail. Et oui, il y a certainement un autre éclairage mythique qui fait apparaître, mythologique, bon, qui fait apparaître les phénomènes, puis qui donne une certaine couleur, j'ai envie de dire, aux phénomènes. Quand j'ai dit qu'il n'y a plus de monde, là, bon, je peux entrer dans ces détails-là, mais j'aurais tendance à dire que peut-être plutôt il y a une espèce de être au monde virtuel, tu sais, au lieu d'un monde de la maniabilité, ou que le monde est, c'est ce que Violac dit dans ses œuvres, que le monde est devenu en fait univers. Un univers où justement je me situe plus dans la perspective du monde environnant, mais je me situe à l'échelle presque cosmique là, d'un univers, d'une planète. Puis un exemple de ça dont Violac parle, là, c'est l'idée justement que regardez le téléjournal ou n'importe quel bulletin de nouvelles, quand on présente l'information aux gens, souvent il y a un logo là, d'une Terre vue de l'espace, justement qui montre que notre rapport principal au monde aujourd'hui n'est plus la maniabilité, n'est plus la main, même si manifestement il faut encore que la main fonctionne puis ouvre le monde environnant d'une certaine façon, mais il y a une configuration par l'écran de plus en plus prenante, hein? On est de plus en plus dépendant des écrans, puis il oriente de plus en plus aussi notre façon de voir le monde. Je sais pas si je réponds là, à ta question, mais je dirais quelque chose comme ça. Oui, il y a un certain monde, effectivement, qui est devenu univers, tu sais, à un cosmos, ou à un univers, j'aurais envie de dire. Merci beaucoup. Un défi nous a été lancé quand même, puis je tiens à dire, on a quand même un considérable objet d'artisanat dans le sac Sophie, malgré tout. Au complet? Ouais, cool. Ouais. Génial. OK, très bien. Merci beaucoup.